Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le Cameroun, depuis 2014, fait l'objet d'un regard particulier de la part de la communauté internationale. Voilà 6 ans que la secte islamiste venue du Nigeria voisin impose vigilance à nos forces de défense et de sécurité dans la partie septentrionale du pays. Alors que les regards étaient encore rivés exclusivement sur le terrain de la lutte contre Boko Haram, des velléités sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest imposaient un autre fort redéploiement des forces armées pour tenter un retour à la paix dans ces régions, en faisant taire les armes. 3 ans après le déclenchement du conflit armé, le Cameroun continue de compter ses morts, forces de défense et de sécurité, membres des groupes séparatistes et même les civils. Le grand dialogue national organisé à Yaoundé il y a 1 an tarde à produire des effets. À ces crises sécuritaires est venue se greffer depuis 2018 la crise politique. Une crise que beaucoup trouvent très dangereuse de la vie de certains observateurs, tellement elle est à l'origine de nombreuses tensions, blocages, au point de réveiller et d'entretenir le démon du tribalisme. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Crise multiforme au Cameroun, quelle perspective? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Vincent de Paul Yédé. Bonsoir Vincent de Paul. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous mes companélistes. Voilà, conseiller municipal dans le 3e arrondissement de Douala, PCRN. Absolument. C'est bien cela. Bienvenue à vous. Merci. Raphaël Ndougou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain autour, bonsoir aux companélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Je n'oublie pas l'équipe technique qui vous accompagne. Vous me permettez de faire un clin d'œil aux ressortissants de Ngomza vivant à Douala qui s'apprête à organiser l'Assemblée générale samedi prochain au domicile de Bertrand Wonondi du côté de Nkolombon, juste pour dire que nous sommes dans la perspective du développement sur le plan local, même si nous résidons à Douala, et nous pensons que nous devons apporter la pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice Cameroun. Pierre-Emmanuel Bihan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox Soir, et un bonsoir particulier à tous mes amis politiques qui sont incarcérés dans des prisons. Justement, j'avais demandé à vous, vous êtes responsable de la communication pour le Littoral 2, MRC, Littoral 1, c'est bien cela? Littoral 1. Voilà. Comment le moral des troupes du MRC, 2 semaines après le 22? Nous avons un moral très haut, à l'image de notre président national, le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Le moral est vraiment haut, malgré que nos amis politiques sont embastillés depuis pratiquement 2 semaines et demie déjà. Mais on garde quand même le moral haut. Hier, par exemple, le conseiller spécial du président et porte-parole Bebo Nissak a envoyé un message. Il nous a demandé de cesser de scander des messages pour sa libération. Mais qu'on se mette à lutter, qu'on continue la lutte pour la libération du Cameroun, du jour de tous les maux qui minent notre société aujourd'hui. Et il y a aussi Salomon Beya qui est sous mandat de dépôt à la prison principale de New Bell, à qui j'envoie mes encouragements, qui nous a également envoyé un message de réconfort, qui nous laisse croire que son moral est très haut. Et donc, dans l'ensemble, il n'y a pas de désespoir. C'est vrai que certains parmi nos amis politiques sont dans des conditions qui ne respectent pas l'hygiène. Ils sont dans des cellules, vraiment, nous connaissons la situation de l'univers carcéral au Cameroun, et puis ils sont entassés. Vous voyez les images qui défilent partout. Dans les différents commissariats, les brigades, ils sont entassés comme des doigts dans une sardine. Mais nous savons pourquoi nous luttons.
voilà pourquoi, malgré tout cela, nous gardons le moral et nous sommes déterminés à continuer la lutte jusqu'à ce que le Cameroun devienne véritablement un état de droit et devienne un pays prospère. Ok. Docteur Luisin Issomba, bonsoir. Bonsoir, Serge Alotou, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Kino Soir. Permettez-moi, si vous en avez gré, de saluer avec respect les autres copanélistes avec lesquels certainement nous allons éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Docteur, je reste avec vous. Comment on fait pour vivre avec à l'esprit, d'avoir à l'esprit autant de crises? Oui, ce n'est pas... Comme un chef de l'État. Oui, ce n'est pas l'apanage de l'État du Cameroun. Disons tout simplement que tout pays, à un moment donné de son histoire politique, institutionnelle, culturelle, financière, peut traverser des moments de crise. Et c'est justement ce qui peut renforcer la situation que vit aujourd'hui le Cameroun. Je l'ai indiqué la dernière fois, le Cameroun est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que face à des multiples crises, c'est-à-dire que la crise sécuritaire, la crise sanitaire avec la Covid qui a fait des ravages, Dieu merci. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a, comment dire, il y a comme une solution psychologique d'avoir vaincu cette pandémie, tout simplement parce que vous voyez aujourd'hui, il y a comme une réticence du port du masque, ainsi de suite. Donc, sur le plan psychologique, on a l'impression justement que la Covid semble être derrière nous, en attendant des mesures de police sanitaire qui doivent justement être prises par le gouvernement. Maintenant, à côté de ça, nous avons cette crise politique qui a justement commencé depuis 2018 avec, à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre, qui s'est poursuivie par la réclamation, la revendication d'un leader de l'opposition, M. le professeur Maurice Kamto, qui a estimé que sa victoire avait fait l'objet d'un vol et qu'il fallait utiliser tous les moyens pour entrer en possession de son droit. Voilà donc que depuis cette crise, il y a eu des appels à manifestations qui ont eu cours le 22 septembre. Et nous avons vu qu'à l'issue de ces marches, la police, qui a utilisé des mécanismes bien huilés, a d'abord réussi à maîtriser quelques leaders de cette formation politique chez eux, qui ne sont pas sortis. Et nous avons vu que la police a continué, disons l'État du Cameroun a continué d'utiliser des méthodes fortes de répression. C'est un peu la logique que prône Nicolas Machiavel, qui dit que pour qu'un État reste au pouvoir, conserve le pouvoir, pour qu'un État conserve suffisamment le pouvoir et y reste pendant longtemps, il faut utiliser la logique de la répression, la logique de la violence. Et c'est ce qui peut justifier que, justement, vous voyez, l'État ne peut pas faire autrement. Nietzsche disait, c'est le plus froid des monstres froids. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'État ne va qu'utiliser des techniques répressives pour dissuader. Vous avez vu, une autre marche était annoncée pour le 6, même la fourmi n'est pas sortie. Tout simplement parce qu'il y a une dame qui, sur les réseaux sociaux, a fait balancer une vidéo pour montrer comment est-ce que les gens étaient torturés dans les gendarmeries et dans les commissariats. Et ce qui a fait reculer? Oui, mais précisément, vous savez, oui, au-delà de ça, c'est genre autour. Je le disais ici, toujours sur ce plateau, que Omar Bongo, père à son âme, lui faisait une interview, on lui a demandé s'il se réincarnait et qu'il devenait président de la République, quel est le pays qu'il choisirait? Il a dit le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est un peuple qui est marqué par une certaine maturité, une certaine responsabilité, mais c'est un peuple qui est spontané. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu ici que chaque fois qu'une marche sera programmée, j'ai toujours l'impression qu'elle est programmée pour échouer. Peut-être qu'elle sera une fois, c'est un cas, par exemple, comme le cas que nous avons vu, le cas de l'ENAM, qui peut, à mon sens, aujourd'hui, amener un soulèvement populaire. Ce ne sera pas piloté par un leader politique, puisqu'aujourd'hui, nous avons une opposition qui a de la peine à mutualiser ses forces. Ok. Pierre-Manuel Biam, face à cette situation, je sais que vous, c'est surtout, vous restez, on va le dire comme ça, accroché aux événements post-présidentiels 2018. Pour vous, c'est une crise qu'il faut résoudre au même titre que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ça, vous l'avez toujours évoqué. Bon, le MRC, il faut que les gens le sachent, le MRC n'est pas uniquement accroché à la crise post-électorale, parce qu'on dirait que, puisque c'est quelque chose qui nous concerne directement, pour revendiquer le hold-up dont nous avons été victimes à l'élection présidentielle 2018. Mais le MRC est également accroché à toutes les crises multiformes que traverse le Cameroun. Je parle notamment de la crise du Boko Haram aussi, où nous avons contribué de par les différentes propositions que nous avons faites au gouvernement et autres, et les dénonciations.
Nous sommes également engagés dans la résolution de la crise économique aussi, parce que le Cameroun connaît une crise économique qui est rampante. Et c'est pour cela que le président élu, Maurice Kamto, dans son programme de relance économique à l'issue de l'élection présidentielle, à l'aube de l'élection présidentielle 2018, il a préconisé un certain nombre de mesures économiques que le Cameroun devait prendre pour retrouver le rang au moins qu'on occupait du temps de Ahidjo, et puis devenir à nouveau un pays attractif parmi les 50 pays les plus attractifs dans le doing business et parmi les 10 premiers pays dans le doing business. Donc, nous sommes également interpellés par la crise du Nozo, parce que la crise politique, ce qu'il faut préciser, c'est que les crises post-électorales concernent la crise politique. Et par rapport à cela, nous voulons et nous sommes en train de lutter pour amener le régime à comprendre la nécessité et l'urgence et même à fléchir afin de trouver ensemble un code électoral consensuel. Et à part cela, nous sommes également fortement impliqués dans la crise sécuritaire du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà pourquoi, depuis janvier 2017, à quelques mois seulement que la crise anglophone soit lancée, le président élu Maurice Kamto avait fait une sortie au cours de laquelle il a proposé des voies de dialogue, de sortie, parce que le Cameroun, pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, il faut un peu interroger les causes historiques. Les crises politiques dans lesquelles le pays est enlisé aujourd'hui partent de 1960, pour la plupart. Par exemple, le cas de la crise du Nozo, la crise sécuritaire et même politique du Nozo, ça part de 1960. En 1961, nous sommes réunis à nouveau, les deux Cameroun, anglophones et francophones, pour former la République fédérale. En 1972, nous sommes allés à la réunification pour devenir la République unie du Cameroun. En 1984, et tout ça, il faut préciser qu'en 1961 et en 1972, nous sommes passés par le référendum, c'est-à-dire on a consulté le peuple profond. En 1984, le président Paul Biya modifie la constitution et puis on passe directement à la République du Cameroun. Dans la compréhension des anglophones, pour eux, c'est un début d'assimilation des francophones dans ce que nous avons mis ensemble. Parce qu'il n'y a pas eu de référendum, on ne les a plus consultés, on a fait un passage en force. Parce que rester dans la République unie du Cameroun, ça sonnait encore comme si ces deux États, qui sont toujours deux entités qui sont toujours présentes. Là, c'était le premier raté. C'était le premier raté. On continue maintenant avec la situation de novembre-décembre 2016. Bientôt, ça a fait 4 ans. Sur le common law, qui est un système juridique anglo-saxon dont ils revendiquaient qu'il soit appliqué dans leur aire géographique, contrairement au civilian law, qui est un système juridique français, dont ils ne voudraient pas que ça soit appliqué chez eux. Alors, ces crises-là ont été mal gérées depuis les causes historiques. On voit qu'il y a eu des ratés. Mais on avait l'occasion quand même, lorsque les avocats ont commencé à revendiquer l'application de common law, d'ouvrir les voies de dialogue pour, c'est-à-dire faire un nouveau diagnostic et aller chercher des solutions un peu plus profondes. Mais qu'est-ce qu'on a vu en face? On a vu la radicalisation du gouvernement qui a musclé le ton, qui a utilisé la force publique pour la répression. Nous avons vu comment est-ce que les forces de défense et de sécurité, certains d'entre eux, faisaient rouler dans la boue les étudiants à Boya. On a vu comment est-ce qu'on maltraitait les avocats à Mondovision. Donc ça veut dire que toute cette crise-là interpelle le MRC. Voilà pourquoi nous avons, le 9 février dernier, sacrifié notre participation à l'élection municipale et législative pour enfin amener le gouvernement à comprendre l'urgence de résoudre non seulement cette crise sécuritaire du nord-ouest et du sud-ouest, et même résoudre la crise
politique, sociopolitique, parce que politique qui est devenue sociale, puisque ça touche déjà les différentes couches de population, qui est celle de trouver rapidement un code électoral consensuel pour que le jeu électoral soit quand même équilibré. Donc nous sommes engagés dans tous ces chantiers-là, raison pour laquelle nous avons annoncé les différentes manifestations pacifiques. Voilà, Vincent de Poliédé, comment le PCRN appréhende tout ce qui se passe, toutes ces crises aujourd'hui? Vous savez, au PCRN, l'humain est au centre de nos préoccupations. Et vous convenez avec nous que toutes ces crises touchent en premier les êtres humains que nous sommes, les Camerounais que nous sommes. Pour commencer par la crise du Boko Haram, c'est une crise en réalité qui est consubstantielle à la gestion de cette partie du pays par le pouvoir en place. Parce que les populations de ce côté-là se sont retrouvées comme le maillon faible de notre pays et qui a donc été très vite instrumentalisé par ceux qui venaient de l'extérieur pour avoir pied chez nous. Et vous voyez, il a fallu beaucoup de temps pour mettre la population à contribution pour pouvoir freiner cet élan-là. Parce que c'est les populations du Cameroun qui étaient utilisées, qui étaient formées et formatées pour revenir détruire notre propre pays. Donc le PCRN à ce niveau-là dit vraiment, c'est une crise qu'on aurait pu éviter. Bon, mais seulement, nous continuons à penser que avec ce que nous proposons, il y a un début de solution à ce genre de crise et à toutes les autres d'ailleurs, parce que au final, nous proposons le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire que les gens du Nord se prennent eux-mêmes en charge, que la décision d'un forage ne vienne plus de Yaoundé, que la décision de construire une école ne vienne plus de Yaoundé. C'est toutes ces choses-là qui, mises ensemble, ont lésé ces populations. C'est à cause de la lourdeur de l'administration que ces populations se retrouvent lésées. Nous plaidons donc et nous prônons le fédéralisme communautaire qui viendra responsabiliser les populations, remettre leur avenir, leur destin entre leurs mains pour leur permettre évidemment de se prendre en charge. La crise du Nord-Ouest, nous le disons, c'est une crise identitaire parce que les Camerounais de cette partie du pays ont comme l'impression qu'elles sont marginalisées, qu'elles sont traitées comme si elles étaient des parias par le Cameroun francophone. Et nous, au PCL, nous disons non. Nous ne sommes pas que des francophones, nous ne sommes pas que les anglophones parce que c'est un héritage colonial. Mais avant cela, nous sommes des frères, nous sommes tous des Camerounais, nous sommes des communautés. Il faudrait donc que nous nous regroupions sur la base de cette communauté-là pour qu'ensemble on puisse prendre la gestion de notre pays en main. Vous ne pouvez pas nous dire que l'on construise par exemple une université des sciences halieutiques à Yabassi, alors que les pêcheurs sont à Kribi et à Limbe, dans le Grand Savoie par exemple. C'est-à-dire que qu'on permette aux gens de définir quelles sont leurs priorités, de définir qu'est-ce qui est bien pour leur développement, et à partir de... Il n'y a pas de pêcheurs pour l'ONCAM à Yabassi? Mais il n'y a que l'ONCAM là-bas, mais ici il y a... Donc pour vous, vous souhaitez que ce soit à côté de la mer? Non, je voudrais simplement dire que les populations décideront des priorités. Oui. Elles décideront par exemple de pouvoir établir un pont entre Kribi et Limbe, où c'est des populations qui pratiquent la pêche, qui ont une histoire. Parce que ne l'oubliez jamais, les Batangas se sont retrouvés à Limbe, déportés à cause de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Oui. Donc, il y a une histoire ancienne entre ces peuples-là qui se retrouvent dans leurs habitudes. Rien qu'à voir comment est-ce qu'elles s'habillent, c'est des pagnes, c'est des chemises. Et allez voir dans leurs chansons, allez voir dans leurs habitudes, c'est la même chose. Donc, nous pensons que de cette façon-là, le peuple camerounais, lorsqu'on lui aura donné la possibilité de se prendre en charge, ce sera une évolution pour ce qui est de la résolution de ces différentes crises-là. Ok. Voilà, justement, Raphaël Ndougou, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, très souvent,
On fait comprendre que c'est un manque de volonté véritablement politique qui fait qu'on en soit encore là, 3 ans après la prise des armes, parce que c'est depuis 2017, et 4 ans que la population, les avocats, les enseignants ont décidé de descendre dans la rue. C'est pour beaucoup un manque de volonté politique. Le RDPC, on pointe le gouvernement, par le RDPC, on pointe le gouvernement de ne pas faire assez pour que cet état de choses puisse prendre fin. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, ces jalons autour, la crise de nos ne laisse personne indifférent. À moins que l'on pense qu'on ne vit pas sur cette planète ou encore au Cameroun. Pourquoi je dis? Parce que, justement, peut-être que à un moment donné, il peut arriver que le gouvernement s'y est mal pris. Parce que quelquefois, on peut voir là où on a trébuché et peut-être pour observer que nous sommes tombés à un endroit. Mais pour les revendications des avocats et des enseignants, vous avez vu que le gouvernement a cherché par tous les moyens de se rattraper en répondant aux différents problèmes posés par les avocats et les enseignants du côté du NOSO, si vous voulez, de la partie anglophone. Alors, cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que en dehors de ces revendications, nous sommes donc tombés en plein dans une autre crise qui n'avait plus rien à voir avec la revendication des avocats. Puisque parmi les revendicants, il y avait bien entendu, je vais citer un nom, Abobala, quand il est sorti de prison, vous avez vu que la maison de ses parents a été incendiée. Donc ça veut dire que à un moment donné, il faut quand même reconnaître que ici, on s'est trompé, oui. Mais il faut aussi reconnaître qu'à un moment donné, on a répondu, le gouvernement a répondu aux problèmes posés. Ça, c'est pour la crise anglophone. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus en 2014, où le président Biya avait déclaré la guerre au Boko Haram, puisque on sait bien, tout le monde a été d'accord que ce sont des étrangers qui venaient poser des actes malsains au Cameroun. Il fallait donc que le Cameroun riposte. Et je voulais donc dire, pour faire un peu le lien, que pour calmer, peut-être pas fini totalement, pour calmer cette autre crise du côté du Grand Nord, il a fallu, fallait que la population elle-même soit présente et qu'elle se mette derrière les forces de maintien de l'ordre pour dire nous ne voulons plus ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que est-ce qu'aujourd'hui on est encore sur les revendications corporatives du côté de nos autres? Je ne pense pas. Parce qu'il y a déjà d'autres intérêts qui sont rentrés en jeu. Pensez-vous véritablement que quand on parle des deux crises, parce que je ne voudrais pas ajouter la crise sanitaire qui vient nous toucher dernièrement, mais quand on parle des deux crises, et vous voyez tel que ça a été géré, honnêtement, il faut quand même reconnaître que même si au départ, le gouvernement n'a pas cédé comme certains l'auraient voulu, mais au moins, le gouvernement a pris en compte les problèmes. Tout à l'heure, M. Benyamin est revenu sur... elle est rentrée totalement en arrière pour effectivement rappeler d'où nous venons. D'accord. Mais sauf que au moment de passer de la République unie à la République du Cameroun, je crois quand même que c'est pour la s'est passé au niveau du Parlement. Même si le président... Non. D'accord. C'était la modification de la Constitution. C'était la modification de la Constitution qui est passée... Décret. Très bien, un décret. Mais est-ce que le Parlement avait été consulté? C'est toute la question. Mais c'est possible que, puisqu'à cette époque-là, on avait une assemblée qui était dirigée par un ressortissant de ce côté-là. Bref, pour ne pas rentrer dans les... C'est Foncachon Lawrence. Très bien. Pour ne pas rentrer dans tout cela, nous pensons que même dans le grand dialogue national, on a cité entre autres, d'ailleurs même quand le président a fait la sortie, pour démontrer que non, ces gens-là ne sont pas marginalisés. Après Foncachon, on a donné l'Assemblée à... Si vous voulez, l'Assemblée est passée du côté du Grand Nord. Mais au moins, le poste de Premier ministre a toujours été occupé depuis 1992 par les ressortissants du NOSO. Peut-être qu'ils auraient voulu être vice-présidents, comme ce fut le cas au moment des accords, mais il ne faut pas aussi négliger, c'est ce qui a même été dit, il ne faut pas négliger le fait qu'ils soient à la tête de la primature. Maintenant, si c'est ça leur volonté ici, il va falloir que le gouvernement également prenne des dispositions pour que
le poste de vice-président soit créé. Maintenant, quand nous rentrons dans la crise politique, qui justement, selon la thématique qui est inscrite là, la crise politique, c'est simple. Même s'il va falloir toiletter le corps électoral, il faut quand même qu'on comprenne qu'on est passé à une élection présidentielle où on sait quels étaient les résultats. Même si aujourd'hui, le parti, le deuxième, celui qui est sorti deuxième dans cette élection, pense qu'on lui a arraché la victoire, mais au moins, il doit se rappeler que en 2004, le SDF était dans la même posture et que c'est le même leader de ce parti qui avait rappelé au SDF quand le Conseil, la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel a déjà prononcé, on doit la boucler. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on se prépare pour les échéances à venir. Parce que ça fait aujourd'hui comme un melting pot. Nous avons des problèmes au Cameroun connus. Ça dit que vous ne pouvez pas manger effectivement à votre faim. D'accord, ça ce n'est pas caché pour quelqu'un. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qui a été fait, mais beaucoup reste à faire. Ça ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Mais maintenant, quand on est dans un melting pot là, on ne sait même plus là où on va. On ne sait plus là où on va parce que le peuple, c'est le peuple, tout le monde cite le peuple. Le peuple là aujourd'hui, qui peut-être s'est prononcé par la voix des urnes, et l'autre partie du peuple qui ne s'intéresse même pas à la politique, encore moins à la chose électorale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple vive décemment? Pour que le peuple puisse être effectivement dans les meilleures conditions. Du coup, je voulais donc dire que le gouvernement, c'est vrai que ça piétine, il faut le reconnaître, sur la décentralisation. Parce qu'en vérité, si ce processus que le président lui-même a mis sur la table et demandé l'accélération, si ce processus-là est accéléré aujourd'hui, premièrement, on n'aura pas cet exode-là qu'on nous observons ça et là. Qui freine son accélération? Mais justement, le président me fixe le cap. Et maintenant, il ne veille pas à ce que ce soit... Écoutez, quand il fixe le cap, il nomme un premier ministre qui doit suivre cette action-là, ce cap qu'il a fixé. Il monte le chemin. Effectivement, quand ça tarde... Ça fait 24 ans, Raphaël Ndou. Oui, nous sommes d'accord. Il a prescrit l'accélération. Parce que si nous étions déjà en plein dans cette décentralisation-là, je vous assure qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'évoquerait pas. C'est le peuple qui bloque l'accélération? Non, le peuple ne bloque pas. Qui bloque? Mais attendez, vous avez la réponse à votre question. Mais parce que nous mettons donc tout ça sur la table. Le chef de file fixe le cap. Oui. Maintenant, ceux qui ont la charge de suivre. Écoutez, on ne va pas être partout au même moment. Il n'y a personne qui peut être élu président au Cameroun qui va vous dire qu'il va tout suivre. Vous ne pouvez pas suivre. Maintenant, vous nommez des gens qui ont la possibilité d'implémenter cela sur le terrain. Attendez. Et s'ils n'implémentent pas, vous faites quoi? Vous les gardez toujours? Mais en ce moment-là, donc, sur la question de les garder, ils ne doivent pas continuer à les garder. Nous sommes d'accord. Oui. Mais maintenant, peut-être ils estiment que s'ils ont fait un faux pas ici, ils peuvent se rattraper. Puisque moi, ma préoccupation, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous mettre en costume comme nous sommes là maintenant. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Donc ne pensez pas que je vais venir m'asseoir ici pour vouloir démontrer que tout va bien. Ou bien pour vouloir démontrer que tout va mal. Parce qu'il y a des gens qui vous citent un certain nombre de choses. Effectivement, la crise économique au Cameroun, ça ne date pas de maintenant. Ça date de la fin des années 80, tout le monde le sait. Tout le monde sait que le FMI, la Banque mondiale, avait véritablement tenu le gouvernement, si vous voulez, le Cameroun, par des parties intimes pour ne pas bouger. Alors, à ce moment-là, le gouvernement n'avait pas de choix que de céder en libéralisant ce nombre de choses. Maintenant, pour finir, oui, ce qu'il faut dire, c'est que le président Biya a quand même tenu. Parce que notre pays pouvait basculer à tout moment. Parce que effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même un problème de mal-être au Cameroun. Voilà. Docteur Luzoy Somba, on sait que le peuple peut aussi, hein, on reconnaît quand même au peuple le pouvoir de s'exprimer à travers le référendum. Le dernier en date, le premier c'était en 61. Le 20 mai 1972. Le dernier c'était le 20 mai 72. Justement. Est-ce que tout ce qu'on vit jusqu'au... aujourd'hui, est-ce qu'on ne pouvait pas convoquer le peuple pour jouer l'arbitre? Ça, j'en tout, le peuple est le législateur, c'est-à-dire que c'est le peuple qui détient la décision souveraine. Oui. C'est-à-dire nul ne peut prétendre avoir le pouvoir si cela n'en émane du peuple.
Vous savez, le référendum, c'est... Et je voudrais également préciser que le peuple a plusieurs manières d'agir dans la gestion des affaires publiques. Oui. Il y a une manière d'agir qui est ce qu'on appelait la démocratie directe. Vous savez, mais cette démocratie directe est difficilement mise en œuvre tout simplement parce qu'on ne peut pas réunir tout le peuple au même moment pour procéder à la gestion de l'État. Tout, on est passé à la démocratie indirecte appelée la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'il voudrait, et c'est ce qui est précisé dans l'article 2 de l'alinéa 1 de notre Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Arrêtons-nous un peu au Parlement. Oui. On a vu le taux de participation pour février 2020 et on sait, beaucoup disent que ces personnes-là qui ont été élues ne sont véritablement pas représentatives. Il manque un peu de légitimité. Oui, ça j'en ai autour. Est-ce que ça pose pas un réel problème? Ça j'en ai autour. On n'a pas un problème de représentation parlementaire, mais un problème de représentativité parlementaire. Justement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a vu, et ce qui peut justifier cela, c'est cette crise. Vous avez vu que la crise n'a pas permis aux populations justement de mettre en œuvre le choix des dirigeants de ce côté-là, tout simplement parce qu'il y avait une crise pendant et les populations n'ont pas pu sortir aisément pour choisir leurs dirigeants, comme cela est prescrit par la Constitution. Alors, également, cette crise de représentativité se pose avec acuité, surtout quand on voit que tous ceux qui veulent parler au nom du peuple parfois n'ont pas l'étoffe suffisante. Parce qu'on a vu, si on institue la théorie de l'élection capacitaire ou censitaire, on va estimer que c'est exclure ceux qui ne sont pas là à l'école. Mais il faudrait quand même que ceux qui aillent parler au nom de l'État, au nom du peuple camerounais, puisque les députés, une fois qu'ils sont élus, même s'ils sont élus dans chacune des représentations locales ou des circonscriptions administratives, mais une fois portés à l'Assemblée nationale, ces députés doivent parler au nom de la nation. Je reprends là les propos d'Ebenezer Mwele. Alors, pour dire quoi? Pour dire, c'est alors tout que la question que vous posez sur le référendum est importante, est, à mon sens, capitale. Tout simplement parce que si aujourd'hui, la Constitution du 2 juin 1972 fait problème, c'est parce que l'élite anglophone avait estimé qu'il y avait une fraude à la Constitution. Pourquoi? Parce que John Buffonta l'avait toujours reproché. Il a estimé que le référendum, qui en réalité devait se dérouler par le fait qu'on saisit en aval, en amont, le peuple qui initie. Parce que vous savez que pour qu'on ait le référendum, ça peut partir de l'initiative populaire. Oui. C'est-à-dire que l'initiative est populaire. Un pays comme la Suisse, c'est 150 membres de la société. L'Italie, c'est 50 000. C'est-à-dire qu'on a 50 000 signatures, on peut là engager ce qu'on appelle un référendum populaire. Il y a donc le référendum d'initiative parlementaire, c'est-à-dire qui va à l'initiative des parlementaires pour justement mettre en œuvre un certain nombre de questions d'ordre politique et surtout d'ordre politique et d'ordre textuel, parce que le référendum touche la Constitution et la loi. Bien entendu, il y a donc un référendum d'initiative présidentielle. C'est-à-dire que le président de la République peut initier un référendum. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est qu'en 92, John Buffonta estime que le président Ahidjo, justement, n'avait pas respecté les accords, les accords de Fumbam. Oui. Et autre chose, il n'avait pas respecté les mécanismes de rotation à la tête du pouvoir. Voilà, aujourd'hui, tout ce contentieux historique qui nous suit à ce jour, parce que les anglophones ont toujours estimé qu'ils sont marginalisés. Ils n'ont pas de postes suffisants. De souveraineté. De souveraineté. Un prenait l'exemple l'autre jour en indiquant que quand nous prenons la présidence de la République, vous voyez que le directeur du cabinet civil, c'est un francophone. Le secrétaire général, c'est un francophone. Donc ça peut déjà sauter au jeu, même si les agents peuvent être, on a saupoudré quelques agents. Ils se plaignent même qu'on leur donne toujours les postes d'adjoints, les anglophones. Voilà. En fait, le référendum de 72, c'était un référendum déguisé, puisque la volonté du peuple a été sollicitée en aval, et il s'agissait de renforcer, non, d'aboutir non à la forme unitaire, mais surtout de renforcer les pouvoirs d'Ahidjo. C'est la raison pour laquelle le référendum du 20 mai 1972, on estime que ça a été une fraude à la Constitution. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce contentieux semble nous suivre. Alors, ce genre autour, la thématique est claire.
quelle perspective? On se rend bien compte que le Cameroun est en train de vivre des moments difficiles de sa vie politique, institutionnelle, ainsi de suite. Alors, je l'avais déjà évoqué ici, il nous faut deux choses. Il faut résoudre la question de la gouvernance et résoudre la question du verrouillage démocratique. Je commence par le verrouillage démocratique. On se rend bien compte que les élections qui sont l'expression justement d'une démocratie et de l'état de droit sont des élections qui ne sont pas organisées de manière sincère, transparente. Et il y a tellement de blocus qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui d'assurer une alternance. Regardez, Serge Alotou, si vous voyez aujourd'hui les joutes verbales, les tensions, les tractations entre les différentes formations politiques, c'est simplement parce que depuis 1957 jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu une alternance politique. Nous sommes restés dans une logique de transition démocratique. C'est d'où le problème. André Mahembida, laissé dans 58 à Alidjo, prend et en 82, le 4 novembre 1982, il cède à partir d'une ingénierie constitutionnelle. C'est vers cette voie-là qu'on s'achemine? Mais bien évidemment, c'est ça qui est donc difficile parce qu'en réalité, le peuple camerounais, depuis 1957, n'a jamais véritablement élu un dirigeant. C'est-à-dire que depuis 1987, parce que l'élection du dirigeant, en réalité, vous avez vu quand le président, on interprète la réforme de 79. Quand Amadou Faye démissionne, on applique la constitution, la réforme de 79. Le président devient président de la République. Et vous savez ce qu'il fait en 85? Il a bénéficié de ce qu'on appelle une légitimité légale rationnelle, c'est-à-dire prévue par la loi, et non une légitimité populaire. C'est pourquoi en 1985, le président Paul Biya convoque un plébiscite. Parce que la différence entre le référendum et le plébiscite, c'est que le référendum porte sur les textes, la constitution, la loi. Or, le plébiscite porte sur la personne qui incarne le pouvoir. Donc, voilà aujourd'hui, ces gens-là, autour, les questions que nous pouvons évoquer. D'abord sur le verrouillage démocratique. Maintenant, sur la gouvernance, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si aujourd'hui, nous avons un autre scandale sous la main, ça fait quand même très mal de savoir que nous formons des enfants pauvres à l'université. Ces gens-là, il y a des étudiants qui viennent, monsieur, je n'arrive pas à payer la pension. Il vous voit bien mis sur un plateau de télévision, il ne sait pas comment vous-même vous souffrez pour y arriver, mais vous êtes obligé de taper les poches, de tout faire pour accompagner cet enfant. Et cet enfant qui est donc de famille pauvre, qui peut faire le concours et il ne peut pas passer, même s'il est intelligent. Vous voyez que ça devient compliqué. Alors, ce sont les petites choses pareilles qui peuvent déboucher parfois sur des déconvenues sociales et qui peuvent amener l'État du Cameroun à se déstabiliser. Donc nous appelons à tous nos voeux, les dirigeants du pays, pour que des solutions et des mesures soient prises pour non seulement améliorer le code électoral qui est verrouillé, je le disais déjà, le mois est ça, mais il n'est pas condamnable et blâmable. Je fais un article sur l'improbable alternance au Cameroun. Je demande à cet article l'improbable. C'est-à-dire, je ne veux pas dire l'impossible, l'impositeur, je dis l'improbable, pour être doux, parce que le juriste est doux. Et je demande dans ce papier que même le pape ne peut pas gagner le président Paul Biya en l'état actuel de nos dispositions légales et institutionnelles. Pierre-Emmanuel Biam, le peuple, quelle est la place du peuple dans face à ces crises? Le peuple... Comment il peut s'exprimer? Est-ce que le peuple tout à l'heure, peut mon ami Raphaël Ndougou a précisé que c'est pas tout le monde qui a accès aux costumes et tout. Mais la réalité, c'est que le Camerounais lambda n'a pas besoin de costume. Le Camerounais lambda a besoin d'eau potable pour ne pas mourir de choléra. Vous imaginez qu'en 2020, les gens meurent encore de choléra au Cameroun? Oui, il y en a. Pas à l'extrême nord. Dans nos quartiers, ici à Douala, il y a des gens qui meurent de choléra. À la maison, incapables d'avoir même accès aux soins de santé. Dans les hôpitaux, par abandon. Parce qu'ils n'ont pas pu payer la caution et autres. Donc, les gens meurent encore de choléra au Cameroun. Le Camerounais a besoin de l'eau potable. Le Camerounais a besoin de la lumière, l'électricité, pour que ses enfants puissent étudier en temps de scolarité. Le Camerounais a besoin d'avoir accès aux soins de santé. La Camerounaise, la femme enceinte camerounaise, a besoin d'avoir la caution de ce qu'elle ne pourra pas mourir faute de césarienne. Quel est l'argent pour payer la césarienne ou pas? On veut que la césarienne soit gratuite. Donc, je veux dire, le Camerounais ne demande pas l'extraordinaire.
Camerounais demandent le minimum de droits dont tout citoyen du monde doit en bénéficier. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous continuons à penser que le régime, président Paul Biya, même avant lui, depuis Aïdjo, le diagnostic a été mal fait. Le diagnostic a été mal fait, peut-être parce que l'analyse des causes a été mal envisagée. Je prends un cas simple. La crise sécuritaire du Boko Haram. Il faut préciser que cette crise n'a rien à voir avec le Cameroun. C'est une crise terroriste transfrontalière qui part du Nigeria et vers le Cameroun et d'autres pays, le Tchad, de la sous-région. Alors, mais sauf que cette crise trouve du terrain au Cameroun parce qu'à l'extrême nord de notre pays, il y a une misère rampante. À l'extrême nord du Cameroun, les enfants font encore, les enfants de la maternelle, 10 km aller pour aller à l'école, 10 km retour. Les femmes, les ménagères, les femmes sortent des champs, elles font 10 km pour aller puiser l'eau dans une petite calebasse, 10 km retour pour amener l'eau à la maison. Alors, cette crise sécuritaire de Boko Haram a trouvé un terrain fertile à l'extrême nord. Voilà pourquoi, à cause de cette misère, ils se sont implantés et nous savons tous les dégâts que ça a causé là-bas. Maintenant, l'État s'est déployé sur le plan militaire et stratégique, mais sauf que le problème n'est pas résolu. Une fois de plus, le diagnostic n'est pas bien fait. Pour résoudre ce problème, il faut enrayer le niveau de paupérisation des classes sociales dans la zone de l'extrême nord, du nord et même jusqu'à dans la Damawa. Et pourquoi pas dans tout le Cameroun? Parce qu'à côté de ça, il y a aussi une crise sécuritaire à l'est du pays, avec les gens de la Séléka, les rebelles de la Séléka qui viennent de la Centrafrique et qui viennent souvent faire des incursions de temps à autre pour emmerder les populations de l'Est. Sans oublier les camps des réfugiés de ces populations centrafricaines et tchadiennes qui sont là-bas. Donc l'État n'arrive pas à synchroniser les actions avec les humanitaires pour les mettre à l'abri d'un minimum de besoins et puis protéger les populations des dérives de ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des gens qui se comportent, je vais dire bizarrement, dans la classe des mototaximens, il y a des Centrafricains, il y a des Tchadiens qui font la mototaxi au Cameroun. Et donc l'État n'arrive même pas déjà à identifier. C'est des gens qui devaient être identifiables et logés dans des camps humanitaires. Ils ne devaient pas se pavaner partout. Moi, dans mon quartier, par exemple, il y a une forte communauté de ces gens-là, de Centrafricains. Nous les aimons, nous faisons l'effort au niveau du quartier de les identifier et puis de savoir ne serait-ce que ce que chacun fait quand il sort, quand il entre, qu'est-ce qu'il fait pour renforcer le niveau de sécurité. Donc, je veux dire, l'État, le régime du président Paul Biya est toujours en train de passer à côté des diagnostics qui peuvent nous épargner des crises. Je prends le cas de la crise politique post-électorale. Elle n'est pas encore résolue. Alors, penser que la résoudre, comme Raphaël vient de dire, c'est attendre la prochaine élection, se préparer pour la prochaine élection présidentielle, je dis, c'est un très mauvais diagnostic. C'est-à-dire qu'on est en train de bander une plaie sans lui accorder un traitement approprié. Finalement, on va se retrouver en train d'amputer le membre, que ce soit supérieur ou inférieur, du fait que la plaie aura déjà gangréné. Donc, au lieu de penser toujours élection, 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 il faut penser aussi à s'asseoir avec la classe politique nationale et les différents acteurs de la société civile pour revoir notre code électoral, qui est l'objet de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Je remercie le docteur Luzan Osomba, qui vient de faire un bref résumé, c'est même un cours magistral, sur l'histoire politique du Cameroun. Qu'à partir que depuis 1957, le Cameroun n'a jamais véritablement connu à la tête, au sommet, à sa tête, un chef d'État élu démocratiquement. Donc c'est pour cela que nous pensons que au lieu de traiter les problèmes objectivement, le régime du RDPC continue à utiliser les moyens de répression pour étouffer les problèmes et aggraver la situation. Vincent de Poliédé, est-ce que face à ces crises, le peuple souverain
a son mot à dire. Le peuple souverain a son mot à dire et c'est ce que nous ne cessons de lui rappeler. Il ne vous a pas échappé que le PCN se situe dans la continuité de OMC, 11 millions de citoyens, parce que pendant longtemps, on a porté des récriminations à l'endroit du pouvoir en place. Pendant longtemps, on a critiqué la gestion de ce pays et on s'était bien rendu compte que les populations camerounaises se sont lassées et on utilisait le fameux « on va faire comment ?» situation qui a révolté l'honorable Cabral Libi avec une série de jeunes qui se sont donc mis à conscientiser la population pour leur dire écoutez, le destin de votre pays est entre vos mains, vous ne pouvez pas abandonner ce pays entre les mains des gens qui alimentent un système depuis l'époque coloniale. Vous avez votre destin en main, inscrivez-vous massivement. Il faut aller voter, il faut contrôler votre vote, il faut le surveiller. Donc, nous sommes dans cette logique-là parce que nous croyons que la dévotion du pouvoir au Cameroun peut se faire de manière démocratique. Et donc, nous y travaillons pour que nous puissions renverser ce système en place en mettant une série de jeunes Camerounais bien formés, bien informés et qui ont le souci de faire revivre leur pays, qui ont le souci de développer leur pays. Donc, c'est dans cette logique-là que nous sommes et nous pensons que c'est en train de se faire avec le PCN qui est entré dans les mairies, qui est entré au niveau de l'hémicycle, qui est entré là où il faut pour commencer à se préparer à prendre le pouvoir. Parce que, il faut le dire, au-delà de toutes ces récriminations-là quand même, il y a des hommes. Il y a des hommes qui alimentent un système et ce système qui est là depuis. Donc, nous, au PCN, nous disons que face à toutes ces crises, nous avons des solutions. J'ai parlé là tout à l'heure du fédéralisme communautaire. Nous pensons par exemple que pour éviter la pauvreté des populations, il faut qu'on fasse une réforme agraire, une réforme du foncier, qu'on revoie notre éducation, qu'on ait une éducation de mission. Ce n'est pas possible que les jeunes Camerounais continuent à amasser des diplômes pour rester à la maison, pour rester au chômage. Pourtant, le Cameroun, c'est un pays en construction, c'est un pays en développement. Il y a donc lieu aujourd'hui de redéfinir quelles doivent être les missions de notre éducation. Qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école? Comment est-ce qu'on fait pour qu'au sortir de cette école, on soit capable de contribuer au développement de notre pays? Pour que les jeunes apportent des solutions aux problèmes concrets qui se posent à notre pays. Nous avons la gestion des ordures, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour recycler ces ordures? Nous avons le problème de l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'eau potable? Nous avons le problème des couveuses. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des couveuses? Nous avons des problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour y apporter des solutions? Les respirateurs ont manqué au Camerounais et beaucoup d'entre nous sont décédés parce qu'il n'y a pas eu de respirateurs. Voilà, c'est l'heure du journal. Il est là. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Grand reportage sur le mauvais état des routes dans la région du Nord-Ouest. Vous avez certainement entendu parler de la Ring Road. C'est un vieux projet qui peine à trouver des financements nécessaires pour l'aménagement de ces différents axes routiers permettant de pouvoir accélérer les échanges commerciaux entre le Nigeria et le Cameroun. Et les populations, vous le verrez dans ce grand reportage, broient du noir sur ces différentes routes qui devraient permettre de relier également les différents départements de la région du Nord-Ouest. Le Cameroun a déjà mobilisé des centaines de milliards venant de la Banque africaine de développement, mais le projet tarde encore à se concrétiser. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous poserons également l'épineuse question d'accès à l'eau potable. La Banque mondiale révèle qu'en Afrique subsaharienne, ce problème se pose avec acuité. Et au Cameroun encore, ils sont nombreux, des Camerounais qui n'ont pas accès à l'eau potable. Quelles en sont les conséquences socio-économiques? Élément de réponse dans le journal de 20h. Et nous évoquerons ce soir, Serge Alain, les experts de la CEMAC et autres hauts responsables qui sont en France pour faire des yeux doux aux investisseurs afin qu'ils viennent financer des projets intégrateurs évalués à 1400 milliards de francs CFA. Seulement, le climat des affaires en Afrique centrale est loin d'être rassurant. Analyse et décryptage à suivre
dans quelques instants. Et où en est le Cameroun dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19? Nos chercheurs ont-ils trouvé des manières de pouvoir faire face à la pandémie? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve donc dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Tout de suite dans le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, Pierre-Emmanuel Bignam, Raphaël Ndogo et Vincent de Paul Yédé. Vincent de Paul Yédé, encore de côté. Oui, encore de côté, on dirait. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais nous savons quand même que c'est un endroit qui, à des heures pareilles, a beaucoup de gens. Des gens qui partent, qui rentrent du boulot et qui vont dans leur domicile. Alors, s'il y a des échauffourées là, ça risque d'être assez compliqué parce qu'il y a souvent des embouteillages. Et donc, partir de ces embouteillages-là, c'est vraiment difficile quand on est coincé dans son véhicule. Bon, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici en studio, on ne saurait le dire. Mais nous espérons que rien de grave, de toute façon. Raphaël Ndogo, de côté, on dit que ça part de la cité, hein, ceux qui connaissent la géographie de Douala, la cité, jusqu'à Ndokoti. Des jeunes, des bandes qui sèment la terreur. C'est déplorable. J'espère bien que on n'aura pas un bilan là-bas, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un grand carrefour que quand même a dit que c'est le plus grand carrefour d'Afrique centrale. Et maintenant, les jeunes avec des armes blanches, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et moi, je laisse de côté. Je voulais faire mien les propos de Pierre-Emmanuel Bignam. Parce que même si on n'est pas dans le même bord politique, il faut prendre ce qui est bon. Lorsqu'il a parlé des étrangers qui sont dans nos grandes villes, c'est-à-dire que les gens y entrent au quotidien, arrivent même à obtenir des cartes nationales d'identité. On va revenir. On reste sur le côté d'abord le débrief. Justement, pour dire que, à un moment donné, est-ce que le Camerounais porte facilement la machette, si vous voulez, contre son frère? Est-ce que ce n'est pas justement la porosité de nos frontières où les gens, il est possible, je crois qu'on a déjà vécu ça ici à Douala, oui, dans le quartier qu'on connaît, Nebel. Donc on a bien envie de se dire, quand il a parlé tout à l'heure des motos-taximens, justement, il y a plein de Tchadiens et des Centrafricains dans l'affaire, et qui ne sont pas facilement identifiables, puisque tous parlent à un moment donné le fullback, on ne sait pas qui est qui. Tout à fait. Et moi, je voudrais donc dire, pour suivre sur la question, qu'il va falloir toujours accentuer des opérations de rafle et de contrôle de police et de gendarmerie dans la nuit, au moins des cas d'identité. C'est de ça qu'il est question. Pierre-Emmanuel Bignam, sur ce phénomène, on parle de retour. C'est quoi le retour? Bon, retour, je vais parler parce que moi, je n'ai pas grandi dans des quartiers résidentiels. je vais parler de retour parce que j'ai grandi dans le sous-quartier. Le retour, en fait, c'est une forme de riposte. Oui. Généralement, des groupes de gangs ou des groupes de quartiers. Il y a eu à un moment donné des quartiers qui s'affrontaient à l'époque. C'est-à-dire que je peux me retrouver, je dis n'importe quoi, je prends un quartier n'importe comment à la Serre Palmier, oui, et je déclenche une bagarre là-bas. Les gars me tapent. Vous habitez, et puis vous habitez quel quartier pour vous retrouver à la Cité Je suis par exemple un habitant de la CSIC. Oui. Je me retrouve à la Serre Palmier. Et puis une bagarre déclenche là-bas. Puisqu'ils sont en surnombre, je bats en retrait dans mon fief. Je prends mes amis et puis mon gang. Et on va s'attendre le moins. Quand ils s'attendent le moins. Quand ils s'attendent le moins, puisqu'on peut même laisser la journée passer. Oui. On les surprend. On peut les surprendre, trouver que les gars sont en train d'ambiancer dans un bar avec les petits et tout. Et puis nous, on atterrit pour la riposte. Donc, et puis il y a une autre forme de riposte des gens qui font des bandits et tout. Les quartiers où on moleste les bandits, on tue les bandits, la plupart du temps,
si le quartier ne prend pas des dispositions sécuritaires, ne serait-ce qu'au niveau du renseignement du quartier et de ce qu'on appelle les comités de vigilance avec les forces de maintien de l'ordre, on peut connaître ce genre de riposte, c'est-à-dire que les bandits, parce qu'on a molesté un ou on a tué un dans un quartier, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, les gars reviennent en force, commencer à cambrioler à tout azimut toutes les maisons. Donc, je rejoins un peu Raphaël dans ce sens-là, que la plupart du temps, c'est des comportements que nous ne connaissions pas. Nous ne connaissions pas. Nos frontières sont très poreuses. Le Cameroun est un pays d'accueil. Voilà. C'est un pays d'accueil. Le Cameroun est victime de son hospitalité. Oui, nous sommes un pays d'accueil, mais accueillir les gens ne veut pas dire leur donner la libre, c'est-à-dire la même mise surtout, c'est-à-dire la liberté de se mouvoir comme ils veulent et d'agir comme ils veulent. Beaucoup de nos frères-là, centrafricains, tchadiens et autres, ont des cartes nationales d'identité camerounaises. On ne sait pas comment ils les ont obtenues. Tout comme beaucoup de Chinois ont les cartes nationales d'identité et les permis de port d'armes. Permis de port d'armes, on ne sait pas comment les Chinois parviennent à avoir les permis de port d'armes. Ça et là. Donc, ce sont des mesures que le Cameroun a appelé à prendre pour essayer un peu de renforcer notre dispositif sécuritaire. Généralement, les Camerounais réagissent pour des causes un peu plus nobles. C'est-à-dire que généralement, c'est pour des causes politiques et autres. Mais je vais ajouter un autre élément. L'instrumentalisation du tribalisme de l'État aujourd'hui peut aussi aboutir à ce genre de comportement. Aujourd'hui, l'État, depuis un certain temps, est en train de travailler surtout le régime, est en train de travailler dans le sens de créer une sorte de tribalisme pour opposer les différentes tribus du Cameroun et les différentes ethnies afin de se maintenir longtemps au pouvoir. Et ça peut aboutir à ce que nous voyons ce soir en Ndokoti. Parce que nous sommes en train d'analyser les facteurs endogènes et exogènes de cette situation de Ndokoti. Il y a aussi le désordre urbain. Nous avons tous ici quand même voyagé. Mais comment faire pour éviter ça? Dans les villes comme Lagos et tout. Comme il a dit Vincent de Paul-Yédé, Ndokoti c'est un carrefour. Le niveau de population de PK et autres. Le niveau de promiscuité qu'il y a en Ndokoti laisse à désirer. C'est-à-dire, quand on prend par exemple au niveau de Tadex, il y a... Heureusement que nous avons un élu de Douala 3e. Il y a à peine 2 ans... Vincent de Paul-Yédé, il va nous dire la politique mise en place. Il y a à peine 2-3 ans, à Tadex Ndokoti, on voyait quand même l'effort qui était fait par les agents de Tadex pour faire la propriété dans leur enceinte. Mais aujourd'hui, vous constatez que les urines, les odeurs des urines sentent à partir de la route. Lorsque vous embrayez le chemin qui va vers Tadex, vous commencez à sentir les urines automatiquement. C'est-à-dire les gens urinent même là où il ne faut pas uriner. Il n'y a pas de toilette publique. Il n'y a pas de toilette. À côté, il y a des gens qui font des colbons et autres. Donc, et on a constaté qu'il y a au niveau de Tadex, par exemple, les camions d'une certaine société, je ne vais pas citer le nom, qui garent. Au vu de quelle loi ces camions sont toujours garés là en permanence. Les forces de maintien de l'ordre passent là tout le temps. Ils n'agissent pas, ils ne sévissent pas. Mais lorsqu'ils vont entendre que le MSC veut marcher, ils vont déployer les chars anti-émeutes et les voitures de la police de dernière génération. Donc je pense qu'il faut revoir ce désordre urbain là. Ndokoti, c'est une bombe à retardement à tout moment. Voilà, pourquoi j'ai dit Ndokoti le 22 septembre. Docteur Luison Issomba, ce qui se passe ce soir, quel commentaire? Oui, ça peut être regrettable, Serge-Alain. Vous savez, le Cameroun, dit-on souvent, est une Afrique miniaturisée, ou l'Afrique en miniature. Et quand vous prenez le carrefour de Ndokoti, c'est le seul carrefour qui vous amène partout. C'est-à-dire qui dessert... Qui vit 24 heures sur 24. Ah oui, quels que soient les lieux où vous voulez aller, dès que vous êtes là-bas, vous... Tout à l'heure, je suis d'accord avec Raphaël nous qui expliquait que c'est le plus grand carrefour de l'Afrique centrale. Moi, je pense pour ma part que, compte tenu du caractère cosmopolite et de la cosmogonie que l'on regarde là-bas au vu des
des gens que l'on retrouve, parce qu'il y a plein de Camerounais, il y a des étrangers, ça fait de sorte qu'on aurait pu, dans des mesures sécuritaires, mettre permanemment, ou du moins en permanence, la police de ce côté. Parce que vous savez, dit-on souvent que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Donc on peut, puisque le carrefour là est névralgique, c'est le lieu plus que jamais de renforcer les capacités sécuritaires pour éviter justement d'aboutir, surtout que il y avait une marche qui était annoncée le 6. J'ai vu de ce côté-là une bonne mobilisation policière, une bonne mobilisation sécuritaire. Peut-être que les manifestants ont profité, ou ces brigands ont profité du départ de ces forces de défense pour essayer d'opérer. Et donc ça veut dire que ces gens-là autour, la question sécuritaire reste en permanence questionnable et problématique. Donc il faudrait, à mon sens, faire demeurer à ce niveau-là, ou faire loger à ce niveau-là en permanence nos forces de sécurité et de défense. Et Vincent de Poliédé, comme j'ai promis, j'interroge maintenant l'élu du 3e arrondissement de Douala. Qu'est-ce qui est prévu du côté de la municipalité de Douala 3e pour Ndokoti? Il faut c'est un peu l'image que tout le monde a de Ndokoti. Vous faites bien de m'interroger. Et surtout que Pierre-Emmanuel Bignam m'a parlé. Est-ce que vous prévoyez des toilettes publiques de ce côté-là? Vous faites bien de m'interroger là-dessus. Je voudrais vous rappeler que Ndokoti est au confluent de 2 arrondissements. Ouais, 3 et 5. Un côté, c'est Douala 3, l'autre côté, c'est Douala 5. Et que, en réalité, les grands axes que vous voyez sont gérés par la mairie de la ville et non pas les mairies d'arrondissement. Mais pour ce qui est de la commune de Douala 3, où je suis conseiller municipal, l'exécutif a mis la police municipale pour essayer de fluidifier la circulation. Si vous êtes passé par là ces derniers temps, vous avez dû constater que aux heures de grande affluence, il y a la police municipale qui renforce la police nationale. Voilà, la police nationale pour fluidifier justement cette circulation-là. Donc, ça nous ramène à questionner le problème de la centralisation de la gestion de la ville. Il n'est pas pensable que les mairies n'aient pas la possibilité de penser la circulation à l'intérieur de leur arrondissement au prétexte que cela doit se faire à partir de la mairie de la ville. C'est vraiment assez compliqué. Donc, on revient sur le fameux problème de la décentralisation pour dire que les exécutifs communaux doivent eux-mêmes prendre en charge les problèmes de développement qui concernent leur commune. Et encore une fois, c'est un problème de planification. Vous ne pouvez pas nous dire que le carrefour Ndokoti, ça fait plus de 30 ans que ça se passe comme ça. Ce genre de carrefours sont dépassés. Ils sont dépassés. On aurait dû, à cet endroit, mettre des échangeurs depuis très longtemps. Ces endroits sont dépassés. Donc, on ne peut que déplorer ce qui se passe maintenant. Et vivement vraiment que le PCN accède au pouvoir pour pouvoir implémenter son fédéralisme communautaire tel que nous le disons. C'est-à-dire qu'en mettant l'être humain au centre de nos préoccupations, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne passer 1 heure de temps en Ndokoti. Vous passez une journée à travailler et au moment de rentrer, vous venez passer 1h30. Et il n'y a que par Ndokoti que vous pouvez passer. Vraiment, c'est une situation qui ne nous arrange pas. Donc, pour revenir au niveau de la commune, je vous dis que nous n'avons que nos yeux pour pleurer et implorer que le maire de la ville veuille bien faire quelque chose pour ce carrefour de Ndokoti. Mais ce qui est à notre niveau, nous le faisons déjà, tel que je vous l'ai dit. Voilà. Pierre-Emmanuel Bignam, il y a un autre sujet là que nous avons choisi pour ce débrief. La jeunesse qui s'intéresse de plus en plus à la vente, au trafic des ossements humains. Les éléments du colonel Amougou Jean-Marie, commandant la 2e région de gendarmerie, a mis la main sur 4 jeunes qui s'apprêtaient à écouler leurs marchandises, entre guillemets, entre 15 millions. Ils ont passé l'annonce sur les réseaux sociaux. Ils ne se cachent même pas. Hein? C'est une pratique qui est déplorable. Je vais faire une analyse symbolique de la situation. Du point de vue symbolique, cela traduit une société qui est sous le coup de la malédiction. Je m'explique. Malédiction? Oui, malédiction. Parce que chez nous, les Bassa, dans les villages, il y a ce qu'on appelle les exhumeurs. En Bassa, on dit les Mintonba. Oui. Les exhumeurs sont comme des personnes maudites
par la société Bassa, du point de vue où, disons, à partir des actes qu'ils posent. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent souvent exhumer les corps lorsqu'ils sont enterrés par des pratiques de sorcellerie et autres. Mais la société, pour la plupart du temps, on les identifie. Il y a des moments où le chef les convoque à la chefferie devant tout le village. Et puis, pour nom des sanctions. Les sanctions vont souvent même jusqu'à la quarantaine. On identifie ces familles-là, on les met en quarantaine. Et pour la plupart du temps, ceux qu'on attrape même, on arrive à en découdre avec eux. C'est-à-dire qu'on les fait des injections et toute la population les tue. Et donc, leurs familles sont souvent considérées au village comme des familles maudites. C'est une pratique qui se passait dans des villages. On ne sait pourquoi ils le faisaient. D'aucuns disaient qu'ils vendaient ces ossements et tout. Mais on n'a jamais vu. Et ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui pratiquaient ça étaient toujours parmi les plus pauvres et les plus misérables du village. Maintenant, cette pratique qui devient monnaie courante auprès de la jeunesse, et il faut préciser que c'est des personnes d'un certain âge qui faisaient ça dans les villages. Les jeunes ne faisaient pas ce genre de pratique. Et à voir que dans notre société aujourd'hui, les plus jeunes se retrouvent en train de faire le business, comme ça qu'on peut appeler ça, le business des ossements. C'est une situation qui laisse voir le niveau de désespoir dans lequel est plongée notre jeunesse. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une politique qui ne se préoccupe pas de la jeunesse. Parce que le régime, le président Paul Biya, a passé le temps à nous faire comprendre depuis 38 ans que la jeunesse est le fer de lance de la population, de la nation. Mais lorsque il faut créer des opportunités d'emploi et autres, j'ai précisé qu'au temps d'Aïdjo, ce sont les vieux qui exhumaient dans les villages Bassa. Au temps de Paul Biya, ce sont les jeunes qui exhument les corps en ville. Donc c'est très grave. C'est très grave, il faut revoir tout ça. Mais je m'indigne quand même face à ça. Moi, le message que je vais passer à nos jeunes, c'est que ne désespérez pas. Oui. Ne désespérez pas, ne choisissez pas la voie de la facilité, même lorsque c'est difficile. Quand vous voyez Dr Luzon Somba ici, vous voyez le grand frère Yedé, vous voyez Serge Alon Oto, qui aujourd'hui est devenu une icône à partir d'un certain nombre de choses dont il a mis en place, de projets. Et Raphaël, nous nous battons tous. Quelle que soit la difficulté, ne désespérons pas jusqu'à arriver au niveau où nous embrassons la malédiction comme étant notre mode de vie. Il ne faut pas désespérer. Raphaël Ndougou, justement, les jeunes, c'est tout le temps, je crois, ça devient fréquent. Hein? Toujours des jeunes, des ossements humains, un business, comme a dit Pierre-Emmanuel Bignam, le business, il se porte bien. Ça veut dire qu'il y a des demandeurs. J'ai grandi à côté du peuple Bassa. Oui. Vous voyez, ils enterrent dans leur maison parce que justement, ils ne voulaient pas que leur corps soit exhumé. Mais pour devenir sérieux... Ah, vous ne l'étiez pas quand vous disiez ça? Non, puisqu'en réalité, les Bassa enterrent à l'intérieur. Donc maintenant, pour rentrer dans, si vous voulez, pour répondre à votre question, rien n'explique le fait qu'un jeune exhume un corps et cherche les clients dans les réseaux sociaux. Rien n'explique. Quel que soit le degré de misère, quel que soit le degré de pauvreté, ce n'est pas évident. Parce que même pour aller exhumer, il faut s'armer de beaucoup de courage. Je crois même qu'il faut être sorcier. Parce que vous ne pouvez pas. J'ai déjà vu comment les gens ont peur du macabé quand il est même posé au niveau de la mort. Mais vous vous rendez donc compte qu'un jeune se lève. Ils vont donc exhumer le travail qu'il y a autour de ça. Il ne faut pas être simple. Parce que même si, aujourd'hui, nous le reconnaissons, premièrement, les jeunes, certains sont totalement paresseux. Il faut le dire. Ça dit que certains sont à l'école et estiment que, bon, peut-être qu'ils doivent travailler. Mais il faut quand même qu'on essaie de conscientiser la jeunesse. Nous prenons des paroles de sages. Le président Biya a dit aux jeunes, la terre ne tombe pas. Qui a dit qu'on ne peut pas aller travailler à un moment donné et s'en sortir? Oui, quelqu'un va me dire qu'il n'y a pas de route, c'est vrai, il n'y en a pas. Mais si les jeunes sont dans nos villages pour travailler,
et peuvent donc se lever un jour pour dire nous ne voulons pas de ces maires parce qu'ils ne nous font rien et ils ne peuvent pas nous donner des routes, nous ne voulons pas de ces députés. Mais si tout le monde est dans les grandes villes en essayant de croire qu'on va aller dans son village exhumer un corps pour ramener ce corps-là, ces ossements-là en ville, pour les écouler, les éléments du colonel sont donc là pour les attraper et en retour donc ils vont aller en prison. Or maintenant je suis d'accord qu'il ne faut pas que la jeunesse désespère. Un jour ou l'autre, la situation va changer. Et c'est justement par eux que la situation doit changer. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes jeunes-là, si vous demandez à un jeune de vous présenter sa carte d'électeur, il n'en a pas. Si vous demandez à un jeune, vous êtes dans quel parti politique, il va vous dire, lui, il ne s'intéresse pas à la chose politique. Or, est-ce que c'est normal donc pour un jeune d'aller faire poser ce type d'acte justement malheureux où les gens vont exhumer le corps et peut-être on va analyser en pensant que c'est la malédiction? Non, monsieur Benyam, le Cameroun n'est pas maudit. D'ailleurs, ceux qui ont bataillé pour l'indépendance, premièrement, ils ont dit qu'on ne va plus, on ne veut pas accéder dans ce pays par les fusions de sang et autres. Donc, effectivement, l'être humain est au centre de tout. Et pour que l'être humain soit au centre de tout, il faut avoir la crainte. Donc, véritablement, c'est déplorable. Mais ils vont nous dire pourquoi ils ont fait cela. Peut-être que c'est un réseau. Docteur Lison Issomba, profaner déjà une tombe, il faut être courageux. Hein? Serge Alonto en profite pour un chapeau bas au colonel Amougou pour ce travail titanesque. Ouais. Parce que vous savez, le corps humain bénéficie d'une double protection. Une protection optimale quand il est en vie et une protection minimale lorsqu'il est sans vie. Et ça veut donc dire que lorsqu'il est sans vie, il y a encore le respect de la dignité, puisque nous sommes en Afrique, le mort tient le vif en l'état. Ça veut donc dire qu'en réalité, quand vous profanez les ossements humains, et vous savez que les ossements humains, c'est le plus grand poison, même si vous êtes immunisé contre le poison, mais dès qu'on vous donne une pellicule d'ossements humains, même si vous étiez immunisé, vous n'allez pas échapper à la mort. Donc, ce sont des choses, vous avez vu, le phénomène a pris de l'ampleur à partir de Fumban. On a arrêté plusieurs fois. Et c'était toujours par les stratégies bien huilées de nos forces de défense et de sécurité. La gendarmerie. Un s'est même passé pour un acheteur. Et les gars l'ont amené justement au lieu dit. C'est-à-dire qu'à la base, on a donc dû les arrêter. Et voyez donc que ça veut donc dire encore deux choses, ces gens-là. Tout. En réalité, un gouvernement doit rechercher deux choses. De moins en moins de pauvreté et de plus en plus de liberté. Voilà. Parce qu'avec ça, même nous tous, nous allons dire Paul Biayo. Parce que la vie aujourd'hui, c'est jalons tout. Les gens souffrent. Et ça fait mal de le dire, mais reconnaissant que les gens souffrent. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours plaidé pour que, en réalité, des mesures fortes soient prises dans le sens de la négociation, dans le sens de la concertation. Parce que, retenons une chose, hein, personne n'aime le Cameroun plus que qui. Et comme on l'a souvent remarqué, vous allez vous rendre compte que les techniques aujourd'hui qui consistent à gérer notre État sont toujours sont rangées dans un style où on a l'impression que tous ceux qui nous dirigent ont simplement leur intérêt personnel et ne voient pas la nécessité du service public, de la recherche, de la satisfaction de l'intérêt général. Et c'est à partir de là qu'on peut donc comprendre qu'il y a un sérieux problème de fond qu'il faille résoudre. Donc, la manipulation du corps humain est une chose, surtout des ossements humains, est une chose très dangereuse parce que ces ossements humains, non seulement, comme disait M. Biam tout à l'heure, c'est des choses qui, lorsque vous ne prêtez pas garde, elles peuvent produire des hécatombes. Okay. Si voilà. Vincent de Poliédé, votre sentiment sur ces jeunes-là qui profanent les tombes, des buts purement lucratifs? Je suis très embêté et je voudrais être assez sévère pour dire à tous ces jeunes qui nous regardent, ne touchez pas aux ossements humains. Ça apporte la malédiction. Une malédiction dont vous ne pourrez jamais vous départir. Vous dites ça apporte, mais Biam Pierre-Emmanuel lui l'a dit que le Cameroun est déjà maudit. Comment on gère ça? Non. Alors que la malédiction est déjà là, il a dit, hein, Pierre-Emmanuel. Ce mec de ses propos. Voilà. Moi, je m'adresse à la jeunesse. Okay. Et je leur dis, les ossements humains vous apportent la malédiction. En pays Bassa, le tarot a disparu. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui exhumaient allaient cacher les corps dans les marécages. Et le tarot se cultive dans les marécages. Jusqu'à ce jour, le tarot n'existe plus chez les Bassas à cause
de ce trafic d'ossements humains. Et sur le trajet entre le lieu où on retire ces ossements et là où on les amène, si on traverse un champ, rien à faire. Tout à fait. Donc c'est un poison extrêmement violent. Donc que les jeunes qui sûrement sont sous le coup des stupéfiants au moment où ils le font, ne sont pas conscients des différentes conséquences qu'ils encourent, tout simplement parce qu'ils sont, et là encore on reviendra à faire le procès du gouvernement, on reviendra à faire le procès, voilà, ils sont dans la pauvreté. Ils s'attendaient à avoir 15 millions pour un corps. Bon, parce qu'ils espéraient. Parce que justement, nous sommes dans une société où les gens ont passé le temps à faire rêver les autres. Et c'est quand même assez révoltant quand on se rend compte que on va passer le temps à aller à l'école, on prendra des diplômes et on viendra travailler pour 50 000 francs. Entre-temps, on voit des gens qui roulent carrosse et qui ont la latitude de s'offrir un rythme de vie qu'un Camerounais normal ne peut pas s'offrir. Donc, ça amène les gens à rêver. Je ne veux pas justifier l'acte qu'ils posent, mais on peut essayer de comprendre ce qui peut amener les jeunes à se retrouver là. D'où l'interpellation à ceux qui nous gouvernent pour redonner espoir à cette jeunesse. Parce que ça, ce sont des gestes de désespoir. Ils n'ont plus aucun espoir. À 20 ans, mais dis donc, ils devraient être en terminale ou à l'université. Mais se mettre à poser de tels actes, ça veut dire qu'ils n'ont plus foi en l'avenir. Or, la jeunesse, comme on nous l'a toujours appris, c'est le fer de lance de la nation. Raphaël Ndougou, vous vouliez apporter un dernier élément, allez-y. Oui, sur les perspectives. C'est sur les perspectives de la crise les crises différentes qui nous demandent dans ce moment. Première chose, il faut dire que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, quand il allait prier, il les a trouvés endormis. Il a dit, ne dormez pas au risque d'être surpris. Alors, je voudrais dire de manière générale à tous ceux qui nous dirigent, ne dormez pas, n'essayez pas de vous distraire sur des réponses de X ou Y par rapport à tel ou tel acte, alors que les problèmes demeurent réels au Cameroun. Tout à fait, en ce moment-là, nous sommes... Les réponses, on veut comprendre. Vous parlez de quoi? De qui? Écoutez, vous avez dit que vous n'aimez pas considérer de nom ici. Non. Alors, c'est vous qui parlez des réponses. Oui, justement. Vous savez qu'il y a eu des réponses aux sorties de... C'est pas trop du professeur Kamto, tel ou tel ministre voulait répondre et tout et tout. Actuellement, là... Qui répond? Les ministres qui veulent répondre. Oui. Vraiment, vous ne voulez pas me tirer les verres du nez. Mais permettez-moi, suivez bien ce que je veux dire. Oui, je voudrais dire simplement que ça perd du temps pour rien. C'est-à-dire qu'on nous emballe dans une situation où tel a déjà posé tel acte et là-bas on veut contrecarrer et on rentre dans cet embrouillamini-là alors que les problèmes demeurent. Tout à l'heure, dans les éléments du journal, on voyait les états de nos routes. Puisque si j'ai dit tout à l'heure que le président avait indiqué que la terre ne trompe jamais, il faut bien que les jeunes aient la possibilité d'accéder à cette terre-là et de cultiver pour pouvoir écouler la marchandise hors de leur village, sans aucun problème, si les routes sont entretenues. Or, si on passe le temps, parce que quelqu'un vous dit qu'il revendique sa victoire, il vous dit qu'il veut amener les gens à marcher, et vous aussi vous passez le temps à le suivre. On dit dans mon village, si vous l'avez dans un cours d'eau et que quelqu'un vient prendre vos habits, s'il est fou, vous le suivez, vous êtes des fous. Donc je voudrais dire... vous restez sans les habits, vous faites comment? Puisque quand vos habits sont là, vous pouvez rester et quelqu'un passe en route, il pourra vous donner même un pain. La personne va se déshabiller pour vous donner... Vous l'avez dit que j'ai été victime de vol de mes habits, au lieu que je sorte suivre quelqu'un qui a porté mes habits. Ce que je dis là est tellement profond que nous ne pouvons